Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Suréda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour débattre avec mes fidèles compagnons de l'actualité sportive de la semaine, avec des invités acteurs du sport de haut niveau. Au menu ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic pour son grand retour nous donnera l'agenda de la semaine. Le Paris Saint-Germain sera au programme du débat et l'invité avec Arnaud Mongény, président des Ours de Toulouse. On va parler football américain. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Timothée Rouvière, bonsoir Timothée. Bonsoir Jean. Et Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Oui, j'ai une réclamation. Lucas, allez-y. Il faut finir par Maxime Brossard. Oui, le salut, il est... Oui, parce que ça dénote. Alors que là, c'est noyé dans la masse comme ça. Et ouais. La signature. Mais ça n'a pas d'impact. Vous m'avez devancé parce que j'allais dire, c'est vrai que votre salut il devient mythique en fait. Bien sûr. Il y a le magnifique. On n'ose pas le reprendre. C'est ça. Il y a le magnifique de Christina Cordula. Moi je le tente à la fin. Je l'ai déposé. À la fin, je l'ai déposé, donc vous allez me devoir des sous là. Quand on dit au revoir et que personne ne sait rien dire, je dis salut. Ça va arriver. Il a 2-3 autres phrases comme la soupe de phalange, tout ça aussi. Ça c'est vieux comme Hérode, c'est déposé. Ça s'entend tous les week-ends au bord des terrains. On a perdu la moitié des auditeurs. L'une des meilleures expressions de Maxime Brossard, moi, c'est le pack de mammouth. Ah, ça vous avait plu, ça, le pack de mammouth. Ça m'a marqué. Ah, ouais. Et pourtant, c'était la grande époque de Grenoble. Bon, je veux pas refaire l'histoire. Hein. Comment va Lucas? Comment va le petit Léon? Il est malade. Comme en automne. Sa première maladie? Oui, ça fait 3 semaines que ça dure, donc oui, ça commence à faire. Ouais, c'est long quoi. Mais c'est un bébé, c'est normal. C'est normal. Ça va. Oui. Mehdi, ça va la forme? Tout va bien. Tout va bien? Ouais. Tout va bien. Il y a ce soir devant TF1. Parce qu'il n'y a pas Camping Paradis, il n'y a pas Joséphine Ange Gardien. Exactement, mais moi ça me va parce qu'il y a Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est un film mythique pour moi. Donc, vous avez dit que c'était la plus grande comédie française de ces dernières années. Je vais même vous dire, j'avais entraînement de foot ce soir, je n'y vais pas. J'espère qu'il nous écoute. Oh là là. Il a prétexté un rendez-vous médical, mais non, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Film mythique, vous avez dit, n'est-ce pas, Timothée Rouvière? Je vois pas de quoi vous parlez du tout. Bonsoir Timothée. Non, mais bonsoir à tous. Non, mais oui, mais je l'avoue, moi j'ai jamais vu ce film-là. Je préfère regarder le TFC jouer. Ça fait 2 semaines qu'il essaye de vous piéger entre le débat de la semaine dernière. Ah non, mais il m'en veut là. Je teste. En même temps, il y a beaucoup de classiques qui vous a manqué avant d'arriver à cette émission. Ah mais bien sûr que oui, ça c'est sûr. On va commencer par la bière. Mais je me suis mis à ma première. C'est vrai. C'est vrai. À boire avec modération. Mais j'en ai bu qu'une seule depuis le début de l'émission. De votre vie, j'ai envie de dire. C'est vrai. Si, buvez des Monaco. Non, mais il y a le week-end d'intégration de JT qui arrive, donc là en termes de bière. Ah oui, on va se rattraper. Parce que là, on est au moins 2 autour de cette table, on vous en voudrait beaucoup. À boire avec modération, bien évidemment. Bon, je vois que vous êtes en forme. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception. On va commencer avec un coup de cœur, avec vous, Lucas Serdic. On va parler de tennis. Il me semble qu'il y a l'année dernière, c'était un coup de tristesse. Oui, je sais plus si c'est moi qui en ai parlé. Je crois que c'était vous. Eric, c'est possible. Peut-être Eric ou vous, je sais plus. On en avait parlé au moins. d'Andy Murray qui est revenu et qui a gagné ce week-end. Oui, c'était beau. C'est effectivement à l'Open d'Australie l'année dernière qu'il avait, l'année dernière, c'était il y a quelques mois. Du coup, c'était en début d'année 2019 qu'il avait annoncé sans doute sa fin de carrière, au moins en individuel. Problème de hanche. Problème récurrent à la hanche. Dans la foulée, il s'est fait opérer une deuxième fois. Donc c'était au mois de janvier. Et là, il est revenu petit à petit. Il a commencé par du double, puis le simple à Cincinnati cet été. Et quelques dizaines de jours plus tard, si je vous dis exactement 69 jours plus tard, 69 jours après avoir repris en simple, il regagne un tournoi ATP. C'était à Anvers ce week-end, en finale face à un autre revenant, Stan Wawrinka. 2 joueurs qu'on aime beaucoup, 2 joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu ces 20 dernières années, les 15 dernières années. Sur un trio, sur des mastodontes. Sur un trio qui est à peu près intouchable en Grand Chelem avec 20, 19 et 16 titres chacun. Ils ont remporté à eux 2 6 titres du Grand Chelem, Andy Murray et Stan Wawrinka. Murray 3. Et à 32 ans, il est tout simplement énorme par rapport à la génération où ils sont. Déjà 3 titres du Grand Chelem, c'est énorme. Ça pose la carrière d'un joueur. En plus, il a réussi. C'est le seul à avoir été numéro 1 mondial durant cette dynastie, j'ai envie de dire.
Voilà, il est revenu, il a gagné un beau match, bien accroché, et puis surtout de l'émotion à la fin, et on n'en a pas vu beaucoup chez ce joueur que moi j'apprécie pas beaucoup et qu'on est beaucoup, je crois, à pas apprécier par rapport à ce charisme, ce personnage. Oui, voilà, il sur le court, il est souvent grincheux, on aime bien le détester, mais force est de constater que voilà, une telle puissance mentale pour revenir 2 ans après. Alors le dernier titre c'était en mars 2017, soit il y a 960 jours. Je sais pas si on se rend compte, c'est assez hallucinant d'avoir cette résilience là. Et en plus, il aurait pu se dire bon voilà, j'ai été numéro 1 mondial, j'ai gagné mes titres du Grand Chelem, 2 à Wimbledon notamment. Je peux m'arrêter là. Non, il revient et bon c'est magnifique à constater. Il gagne 116 places à l'ATP, il est 127e et surtout il est convoqué avec l'équipe de Grande-Bretagne pour la Coupe Davis qui marquera son retour sur les cours de tennis parce que là il va faire un petit peu une petite pause, il va accueillir son 3e enfant et il reviendra donc le 18 novembre pour la Coupe Davis avec la Grande-Bretagne. Il y a eu la liste de l'équipe de France aussi, il m'a eu Tsonga, mon fils au retour, son convoqué Timothée Rouvière, c'est une bonne nouvelle pour Andy Murray. C'est vrai qu'on était un peu tous déprimés à l'idée qu'il arrête sa carrière là-dessus, un petit peu la mort dans l'âme et non mais au moins un peu attristé. Voilà, un petit peu attristé, voilà. C'est vrai qu'il dénote par le jeu qu'il développe, etc. Il avait un petit peu rompu la dynastie, comme disait Lucas. Et le fait de le voir revenir, ça va être un autre type de concurrence. Donc peut-être qu'on ne retrouvera pas le Andy Murray des meilleures années où il avait gagné un petit peu tout. Il avait été numéro 1 mondial. Mais c'est vrai que c'est bien de le revoir ici. Stan Wawrinka aussi, qui est un très bon joueur, qui a gagné déjà Roland Garros. Donc voilà, les revenants reviennent et tant mieux pour le spectacle. Et vous pouvez garder la parole. Timothée Rouvière, c'est votre coup de cœur aussi. C'est encore un coup de cœur. Il y a 3 coups de cœur et un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est vous, Maxime Brossard. On en parlera tout à l'heure. Vous, votre coup de cœur, c'est sur l'équipe de France de cyclisme sur piste. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cyclisme sur piste, un peu que lors des Jeux Olympiques. C'était les championnats d'Europe aux Pays-Bas et l'équipe de France qui a rayonné. 8 médailles, 4 médailles d'or. C'est assez hallucinant. On avait quitté l'équipe de France en fiasco total aux Jeux Olympiques de 2016. François Pervis, ça avait été compliqué. Grégory Borger en fin de cycle. Entre les entraîneurs et les coureurs, il y a eu des problèmes. Et là, on a une nouvelle génération. Je pense à Mathilde Gros, je pense à Benjamin Thomas, je pense à Sébastien Viguier. Voilà, qui a 20 ans, 21 ans, 22 ans et qui peut déjà bien figurer à Tokyo 2020. Ouais. C'était une génération qui avait été préparé pour 2024, mais là qui performe déjà au plus haut niveau. Je pense que c'est à Quentin Lafare qui a été champion du monde sur le kilomètre. Hermenot et là, aussi, voilà, Corentin Hermenot sur la poursuite. Michael D'Almeida qui a près de 32 il a un ans. peu de bouteille, lui. Voilà, il a de la bouteille, mais il fait quand même médaille de bronze. Et voilà, Quentin Lafare qui est champion d'Europe après avoir été champion du monde. Mais voilà, c'est pour montrer aussi la diversité de ces coureurs qui gagnent et ça fait plaisir à voir et on peut espérer des vraies chances de médaille pour Tokyo 2020. Justement, Mehdi, en parlant de Tokyo 2020, on peut faire que mieux par rapport à Rio 2016. Par rapport à je sais pas comment dire ça, mais il y avait le fiasco de la natation et le fiasco du cyclisme sur piste. C'était 2 chances de médailles, enfin 2 sources de médailles. Exactement, 2 sports où on a l'habitude de ramener des médailles et on l'a pas fait du tout. Après, vu la jeunesse. Pas pour la natation. La natation, c'était plutôt. On a eu une génération exceptionnelle alors qu'on avait quasiment jamais eu de médaille avant. Enfin bref, c'est une parenthèse. Mais donc je disais, vu la jeunesse des coureurs, c'est plutôt à la base pour 2024. Alors ça tombera peut-être plus tôt que prévu en 2020, comme l'a dit Timothée. Mais Mathilde Gros, 20 ans, c'est clairement pour 2024 normalement. Après, on a vu certains coureurs qu'on voit habituellement sur la route venir sur la piste. C'est ça, Coquard et Thomas. Exactement, Benjamin Thomas, qui alternent entre les deux, mais qui sont des pointures sur la piste. C'est le pays du cyclisme sur piste en plus, le Japon, il me semble, non ? Enfin, c'est un sport ils adorent le Keirin. Le Keirin, ils sont vraiment très très fans. Il y a des grandes courses de Keirin et beaucoup de paris en fait. Quelles sont un peu les variantes entre le Keirin et le cyclisme sur piste ? Le Keirin, t'as une espèce de mobilette au début et qui te font des tours et ça va de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, il se lâche, enfin il s'en va et puis là c'est le feu. Et là c'est le feu et après c'est compliqué la poursuite. Tu te cours après, enfin tu te croises jamais normalement. L'omnium, la course au point, tout ça après c'est course à l'élimination, le kilomètre, ça dépend. Il y a beaucoup de choses. Timothée Rouvière pour conclure. Oui aussi voilà, il y a eu le règne si je puis dire François Pervis où il a été une dizaine de fois champion du monde etc. Là il n'avait pas été sélectionné pour les Europes, on s'est dit on sait pas trop ce que ça va donner et on a l'équipe de France avait déjà performé en manche de Coupe du Monde et aux mondiaux mais là c'est vrai que
4 médailles d'or, 3 dans la même soirée, on pouvait pas espérer mieux. Et on verra pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On va essayer de recevoir des cyclistes sur piste, ça pourrait être pas mal durant la saison. Allez, le seul coup de gueule de la soirée, je me tourne vers vous, Maxime Brossard, vous êtes en face de moi aujourd'hui. Oui. Et on va parler de l'arbitrage Pays de Galles-France. Alors c'est pas l'arbitrage. C'est pas vraiment sur l'arbitrage. Non, c'est sur la polémique qu'il y a eu à cause de la photo. Je trouve que ça va un peu loin. Bon, même si l'enquête, on va dire, va à mon avis aboutir à rien. On rappelle un petit peu peut-être la photo. Voilà, en fait, c'est-à-dire que Jaco Peyper, qui était l'arbitre donc de France-Pays de Galles, a mis un carton rouge à Sébastien Vahamina, le deuxième ligne, puisque ce dernier avait très justement, enfin il a mis le carton puisque ce dernier a mis un coup de coude dans le visage d'un Gallois. Et en fait, il se trouve qu'une photo est apparue sur Internet, sur les réseaux sociaux, où on voit donc Jaco Peyper en train de mimer le geste du coude de Vahamina en compagnie de supporters gallois. Oui, avec un grand sourire en mode plaisanterie. Voilà, c'est ça. Mais la photo, elle a dû être prise à 3h c'est-à-dire que matin, c'est ça, la photo a été prise à 1h30 du matin, voilà. Et donc je pense qu'elle est un peu sortie de son contexte et que, bien sûr, l'enquête va être diligentée, on va dire c'est normal, puisque finalement, on va dire que sa réaction n'est pas forcément appropriée pour un arbitre de ce niveau, mais je veux dire que j'ai l'impression que ça va très très loin. Il y en a qui veulent commencer à parler de porter plainte, comme Serge Simon, enfin bon, déjà je pense qu'on pourrait porter plainte contre lui plutôt, mais après du coup je veux dire que au niveau de cette image, voilà, c'est une image qui a filtré sur le réseau d'un homme qui avait probablement bu, qui s'est détendu après un match et qui sympathisait peut-être avec des supporters gallois. Ça veut pas dire qu'il a des incohérences avec la fédération galloise ou qu'il a été payé. Je pense que c'est juste une erreur qu'il a commise parce qu'il avait peut-être un peu trop fait la fête, et je trouve que ça va un peu loin, c'est dommage. Et sportivement parlant, je veux dire, n'importe quel arbitre aurait mis un carton rouge aux Français, on est d'accord. Oui, c'est sûr, le geste de Sébastien Vahamina qui a pris sa retraite d'ailleurs. Qui a pris sa retraite 2 jours international. 2 jours trop tard, mais il a pris sa retraite. Mais c'est vrai que son geste est impardonnable, il doit pas faire ça du tout, il a reconnu lui-même devant ses partenaires, il a pété un plomb. Et pour revenir sur le geste de Jaco Peyper, moi j'aimerais poser une question à Maxime, c'est est-ce qu'il y a un risque que ça aboutisse, et si oui, est-ce que potentiellement... il sera sanctionné, c'est certain. Je pense qu'il y aura une sanction. C'est quoi, pas arbitrer pendant 3 mois il aura, je pense, il y a des matchs où il va être déprogrammé de certaines compétitions. Pour moi, c'est terminé les Coupes du Monde pour lui. Et voilà, je pense qu'il a fini sa carrière au niveau des Coupes du Monde. Il va se contenter des Four Nations ou des matchs de Super Rugby, comme on pouvait le voir déjà. Et je trouve que c'est bête parce que c'est une erreur c'est une erreur d'un homme qui a un peu fait la fête, et je pense que ça méritait peut-être pas tant une telle sanction, je pense. Un petit mot. Mais derrière, comment on peut, quand on a fait une photo comme ça, par exemple, envisager qu'il arbitre un autre match dans cette Coupe du Monde, Maxime? Il faut c'est impossible. Un peu à la place. Après, je veux dire, tu sympathises pas avec des supporters quand tu es en Coupe du Monde et que tu viens. Je trouve que pour moi, l'arbitre, justement, on demande aux arbitres qu'ils soient humains, et je pense que le fait est que là, justement, il a montré qu'il avait aussi un côté humain. Je pense que c'est quelqu'un qui est sorti, qui a fait la fête, qui a bu et qui On leur demande d'être humain sur le terrain et de pas. Comme je dis, il aurait mimé le plaquage haut de Moriarty, il n'y aurait aucun problème. Il aurait fait comme ça en étant avec des supporters français, il n'y aurait aucun problème. Non. Ce qui me choque moi aussi, c'est que le fait que tout le monde se réveille maintenant et crie au scandale, alors que comme si l'équipe de France avait été volée, alors que c'est pas du tout le cas, et que je trouve que c'est juste une erreur de communication de sa part, puisque pour moi c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi le contexte, comme je vous dis. Voilà, combien de personnes ont fait des erreurs parce que ils avaient peut-être un peu bu ou un petit peu fait la fête, et là je pense que ça va prendre des proportions qui méritent pas on verra ce que dira l'enquête, mais bon, je trouve que ça va un peu trop loin. Je suis sûr que t'es moins dur avec lui que lui-même. Je pense que lui il doit s'en vouloir et se dire mais clairement. Il peut pas se permettre de faire ça, parce qu'après il donne une mauvaise image. Si jamais il arbitre un autre match, n'importe lequel, on va se dire est-ce qu'il va pas il aura retenu de son erreur, je pense. Et je pense que c'est quand même quelqu'un d'intègre. Il va peut-être surcompenser dans l'autre sens. Non, dans ces cas, faut pas faire. Un mot, messieurs, sur comment on va prendre 2-3 minutes pour parler du match en soi. Des regrets, oui ou pas? On va pas mentir, avant le match, on pensait que la France allait prendre une raclée. Non. La France est passée pas loin de battre le Pays de Galles et de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. On est sur, on pense quoi de ce quart de finale perdu d'1 point, on le rappelle, 20-19 contre le Pays de Galles. C'est un sentiment un petit peu particulier parce que
on n'allait peut-être pas se faire prendre une valise comme on dit communément dans le rugby, mais on pensait les Gallois bien plus supérieurs aux Français au vu des matchs de poule qu'il y avait. Mais là en fait c'est juste les regrets, on se dit qu'il y avait de la place. On se dit qu'il y avait de la place parce qu'il y a 5 points qui sont laissés au pied, il y a la possibilité de virer en tête mais largement à la mi-temps, et c'est des erreurs d'inattention, et les 2 essais gallois on les donne, donc c'est des regrets. On se dit qu'il y avait qu'on n'allait peut-être pas être champion du monde, mais qu'il y avait possibilité de passer au moins en demi-finale et poursuivre un petit peu le rêve. Lucas Serdic, oui, je suis d'accord avec ça, parce que ça aurait été sympa de jouer une demi-finale face à l'Afrique du Sud. Il y avait encore un peu de place, ça aurait fait de l'expérience aux jeunes pour la prochaine Coupe du Monde qui sera clairement vraiment l'objectif. En finale, après qu'on tape l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, on aurait à mon avis ramassé. Moi je les voyais passer face aux Gallois, et je l'avais dit même ici, je voulais les jouer parce que je savais qu'au tournoi des destinations on les avait vraiment embêtés, on avait mené 16-0 à la mi-temps. Là on avait largement moyen de mener avec autant d'écart sans problème, et là rouge ou pas derrière on aurait tenu. Le problème c'est qu'on n'a pas su tuer le match. Ça c'est une erreur qu'on doit apprendre à ne plus faire. Il faut que les joueurs deviennent tueurs, et notre jeune génération, je compte sur elle pour l'être après. On retrouvera le 15 de France pour le tournoi destination, bien évidemment au mois de février-mars, quelque chose comme ça. Mehdi Guillonneau, on vous entend pas beaucoup ce soir, mais on vous donne la parole. C'est pour conclure le dernier coup de cœur de la soirée, et on va parler de la saison de NBA qui va démarrer là très très vite. Ben oui, parce que pendant que vous vous enflammiez sur le rugby, moi ça m'a pas plus surpris que ça. Mais moi ça fait 4 mois que j'entends le retour de la NBA, et l'été a été très chaud. On l'avait déjà évoqué, avec beaucoup de transferts des plus gros joueurs du monde. Et demain soir ça reprend. Voilà. On est reparti c'est reparti. Je vous donne le chiffre comme ça, 1230 matchs de saison régulière jusqu'à la mi-avril. Donc voilà, ça fait pour chaque équipe, en gros, c'est 2,5 matchs, un match tous les 2 jours et demi. Oui, ça va. Tout simplement. Donc ça reprend mardi soir, et d'entrée, Toronto-Nouvelle-Orléans, donc remise de la bague pour Toronto, et surtout le choc de Los Angeles. Les Clippers contre les Lakers. Donc les Lakers qui ont récupéré via des transferts Anthony Davis, qui est un des meilleurs joueurs du monde quand il n'est pas blessé, et les Clippers qui ont récupéré Kawhi Leonard, meilleur joueur des finales l'année dernière, et Paul George qui a fini 3e ou 4e au classement des meilleurs joueurs de l'année. Donc en fait les deux favoris de la conférence Ouest se retrouvent à Los Angeles. Ça va castagner d'entrée. Il y a Houston aussi. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que le nombre de franchises où il y a des duos d'exception cette année, tu parles de Houston, effectivement, entre mince. Il y a Westbrook et Harden, merci. Ouais. Là, il y a quand même aussi du très lourd, quoi. Mais c'est ce que j'ai noté, donc les changements: Kawhi Leonard aux Clippers, Davis aux Lakers, Westbrook qui est. Et tu as l'autre cuidance de pas citer Golden State, quoi. Alors je veux dire, quand même. Mais j'allais les citer justement, et dire qu'on n'en parlait pas des anciens champions qui ont fait 5 finales en 5 ans. Mais voilà, il y a aussi KD et Kevin Durant et Kyrie Irving aux Nets, et Horford à Philadelphie, voilà les plus gros transferts. Et je veux juste citer le phénomène qu'on attend tous, qui est blessé en début de saison, c'est Zion Williamson, qu'on annonce déjà comme le très grand buffle. Il y en a qui le voient déjà plus fort que LeBron James au même âge, parce qu'il a une finesse que LeBron James n'avait pas au même âge, et il a un physique. Il fait 140 kilos, il jump de partout. De ce que j'ai suivi un peu de la pré-saison, individuellement il avait des très 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 grosses stats, mais par contre quand il était sur le parquet, il avait c'est ce moment-là où l'équipe avait le moins bon ratio, c'est-à-dire que lui faisait des grosses stats, canalisait trop le jeu. C'est au moment où son équipe à lui de trouver le juste milieu gagnait le moins, et quand il n'était pas là, c'est là où elle avait le meilleur ratio. Parce qu'on a envie de le regarder jouer aussi. Peut-être, oui. Je pense qu'il y a de ça. Et on verra. Je compte sur vous tous pour de temps en temps faire un coup de cœur ou un coup de gueule pour suivre la saison comme jamais de NBA. Nous on se retrouve. D'autres de Utah, il y a tellement d'équipes qui peuvent être champions. Je pense qu'il y a eu 7-8 équipes qui peuvent espérer au moins aller en finale de NBA. Au moins un minimum. Et on suivra bien évidemment l'actualité de la NBA. Nous on se retrouve là tout de suite dans 10 secondes pour parler de l'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. Sportez-vous bien, l'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, donc Lucas Serdic, une actu bien chargée comme d'habitude, et on ne démarre pas avec le rugby, mais on va démarrer avec le football pour une fois. Oui, parce que le rugby ça suffit, on est tous tristes et on n'a plus envie d'en parler. Donc le foot, pour commencer, avec la Ligue 1 qui va poursuivre son feuilleton, et la 11e journée la semaine prochaine, avec un match qui va être intéressant à suivre, dimanche à 15h, ce sera sur beIN 1 pour ceux qui ne peuvent pas aller en Bretagne, puisque ce sera à Rennes que le TFC va se déplacer, Rennes 12e, le TFC 15e, et
surtout le TFC qui a accueilli un nouvel entraîneur la semaine dernière et qui a bien réussi son premier match avec Antoine Comboiré sur son banc en gagnant 2-1 face à Lille, un match qu'ils auraient pu remporter plus largement. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle et je pense que le nouveau coach est assez satisfait. On va l'écouter tout de suite d'ailleurs, Antoine Comboiré. Plus que satisfait, je veux dire fier. Je les ai remerciés donc à la fin du match parce que très honnêtement, je ne les voyais pas capables de faire une aussi grande performance. Gagner, oui. On avait les intentions donc de gagner ce match. Je savais que ça allait être difficile, compliqué. Je m'attendais à ce que ce soit difficile. Et puis finalement, les joueurs ont réalisé donc un grand match, tant défensif d'abord. Et puis après, donc, on a fait ce qu'il faut. Même si on s'est fait peur en première mi-temps parce qu'avec les 2 blessés, coup sur coup, le fait que vous ayez des situations assez grosses en première mi-temps, ne pas scorer. Alors on est revenu avec les mêmes intentions en deuxième mi-temps, continuer donc à travailler fort, à être solide défensivement et puis à faire ce qu'il faut avec nos 4 joueurs devant. Mais la stratégie, c'était surtout parce que comme on prend beaucoup de buts, d'être solide et de ne pas prendre de buts. Même si on avait quand même 4 attaquants devant. Voilà, le TFC, le début du renouveau, peut-être la semaine prochaine à Rennes, à 15h, ce sera dimanche. En Ligue 2, on va jouer la 12e journée avec un match de promu entre Rodez et Chambly. Rodez est 12e, Chambly est 15e. Rodez a relevé un petit peu la barre en gagnant 1-0 à Clermont le week-end dernier. Là, donc vendredi à 20h, ce sera toujours au stadium pour Rodez face à Chambly qui va mal. 5 matchs sans victoire, 4 défaites et 1 nul. Donc les Ruténois qui ont une chance de continuer sur leur lancée. Un tout petit mot de national pour dire que Pau, et voilà, on salue encore notre réalisatrice, Pau est 2e de national à égalité de points avec Dunkerque et peut-être que Pau montera l'année prochaine en Ligue 2. Incroyable. Coraline, bonsoir. Un Pau Sochaux en Ligue 2 l'année prochaine, c'est le fun, non? Ça serait bien, ouais. Ouais. Inattendu. Inattendu, oui, parce que Sochaux va monter en Ligue 1. un mot de rugby quand même, le top 14. Bah non, justement, pas de top 14, pas de Pro D2, pas de Fédéral 1, pas de Champions Cup, rien du tout. Il n'y a que la Coupe du Monde et les demi-finales, on va en parler, mais bon, du coup, on va parler des résultats. Et ça va mal, le Stade Toulousain a perdu à Montpellier 33-22 et 11e de top 14, et Castres a perdu 37-24 sur le terrain de la section paloise. Voilà, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Vous soufflez la comme sanction, ça, soyez contents pour nous. On est très contents. Castres est 12e, Pau est 8e et va mieux. Voilà, mieux. Voilà. Ça va. Bien, c'est mieux. En Pro D2, Colomiers a largement emporté sur sa pelouse face à Valence Roman 33-6 et 6e du championnat de Pro D2. Montauban a gagné contre Vannes 17-13 et 10e. Carcassonne a perdu à Rouen 30-27 et en Fédéral 1 aussi, pour souligner le carton d'Albi face à Groslay 77-0 dans la poule 3. Il caracole en tête alors que Blagnac a gagné à Lavore 23-7 et 2e du championnat. Allez, Blagnac. Un mot de marathon, il y avait le marathon de Toulouse et il y a eu une mauvaise nouvelle. Voilà, on va parler d'abord de la bonne nouvelle et de la victoire du Kenya Zablon Shumbla. Voilà, désolé de la prononciation. En 2h, 10 minutes et 38 secondes, record de l'épreuve battu. Voilà, ça fait 6 ans. Il tenait depuis 2013. De l'épreuve. Et chez les filles, c'est l'Éthiopienne Shaltou Negaza. Voilà, pareil, elle qui conserve son titre. Il y avait 12 149 concurrents et malheureusement, il y a la course est endeuillée par le décès d'un jeune de 20 ans, malaise cardiaque lors du semi-marathon. Il est décédé après avoir fait ce malaise entre le 15e et le 6e kilomètre malgré l'intervention rapide de pompiers qui participaient à la course, de médecins. Bon, voilà, on a une pensée pour sa famille évidemment. Pour lui également. Un mot de volley, les Spacers ont pris une petite claque. Une petite claque à Tourcoing, 3-7-0 en championnat effectivement. Bon, les Toulousains sont quand même 9e et là ils vont jouer 2 matchs cette semaine, dont un demain à 20h à Amiens face à une D3. Ce sera pour le premier tour de Coupe de France et vendredi à 20h dans leur salle, les Spacers face à Narbonne pour la 4e journée de Ligue A. Un mot de handball, énorme perf du Phoenix la semaine dernière. Très très grosse perf à Nantes, 34-26 à Nantes, qui est 2e du championnat. Gagné en plus avec une claque. C'est vraiment une très belle victoire pour le Phoenix, qui est 5e et qui va pas mal en ce début de saison. Là, il n'y a pas de match. Trêve international. Il n'y a pas de match, mais dans 2 semaines, ils joueront en Coupe de France à Massy, un match qui devrait être à leur portée largement. En basketball, on parle très vite de Pau qui va jouer contre Boulogne, le leader de la Jeep Elite, pour la 6e journée. Ce sera dimanche à 16h. Et en hockey sur glace, de le signaler, mais le TBHC, dont on a accueilli l'entraîneur il y a 2 semaines, a pris une rouste monumentale à Roanne 10-0 dans le cadre de la D2. C'était la 4e journée, si je dis pas de bêtises. Et ce samedi à 19h30, ils vont accueillir Strasbourg, Lanterne Rouge, donc il y a moyen de se refaire. Le TBHC est 5e de D2.
Et un rappel avec la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Voilà, on rappelle juste, même si la France ne joue plus à la Coupe du Monde de rugby, qui continue la demi-finale. Et il y en a 2 belles qui s'annoncent samedi à 10h entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. On attend vraiment ce match qui aurait pu être la finale. Et de l'autre côté, dimanche à 10h, Pays de Galles, Afrique du Sud. Et puis quelques mots de football et de Ligue des Champions pour dire que la 3e journée débute demain, mardi 21h, par le déplacement du PSG à Bruges. Et mercredi à 21h, Lyon va à Benfica et Lille accueille Valence. Merci Lucas, au moins on est complet. Et justement, en parlant du Paris Saint-Germain, on va en parler, ce sera dans le débat. On se retrouve nous dans moins de 3 minutes, à tout de suite. Portez-vous bien. Le débat. Et avant de parler du débat, on va accueillir un nouveau chroniqueur. Alors c'est un fidèle auditeur de Radio de Sportez-vous bien, et il nous écoute tous les lundis. C'est Claude Lebas. Claude, bonsoir. Bonsoir. Et un fidèle supporter du Paris Saint-Germain. Alors, on va préciser tout de suite, c'est pas le supporter du PSG depuis 2012. On est d'accord par rapport à ça. Je suis un supporter historique. Bon, parfait. 1982. 1982, au moins c'est parfait. Vous avez quel âge en 82? Moi j'avais moins 6 ans, mais je suis supporter
supporter depuis 95. Donc, 95, ça va, je me défends. Deux supporters du PSG pour le débat. On va en parler du débat. Champion de France en titre, les saisons du Paris Saint-Germain se ressemblent depuis le rachat du club. Donc en 2012, fort dans l'Hexagone, pauvre malheureusement sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain n'arrive pas à passer ce fameux cap. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, vous le savez, on ne répond que par oui ou par non. Et on débat ensuite. C'est la fameuse question, on la pose tous les ans, mais on va la reposer cette année. Est-ce la bonne année pour le Paris Saint-Germain, Lucas ? J'aimerais bien. Mehdi ? Pour gagner, c'est la question. Bien évidemment. Non. Claude ? Oui. Oui. Maxime ? J'en sais rien. Et Timothée ? Oui et non. Oui et non, je vous écoute Timothée, pourquoi c'est pas là. Qu'est-ce qui manquerait au Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui va bien ? Alors pour moi, ce qui va bien déjà, c'est que le Paris Saint-Germain s'est renforcé intelligemment. Je pense au milieu, je pense à Gay, je pense à Herrera, et surtout maintenant le PSG a un banc. Je pense à Sarabia, à Icardi, etc. Le problème, c'est que c'est des joueurs, ça fait à peine 3 mois qu'ils commencent à jouer ensemble. Donc sachant qu'en Ligue des Champions, on le voit avec Barcelone, avec Madrid, avec Liverpool, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer de manière très régulière entre eux. Et je pense que le PSG, pour cette année, c'est pas encore la bonne année. Il faut attendre 1 ou 2 ans en attendant que les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à jouer ensemble, et ensuite quand il y aura cette huile nécessaire et ils apprendront à bien jouer ensemble, ça pourra le faire. Mais là pour l'instant c'est un peu tôt, je pense. Lucas, d'accord avec ça ou Je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement il y a des repères à trouver, mais en même temps les renforts qui ont été là, c'est des petits ajustements. L'ossature principale de l'équipe est toujours la même de l'année dernière, c'est la même depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. Là, c'est la 3e saison où vraiment on a ce trio devant, une défense qui n'a pas bougé quasiment, et voilà. Donc et en plus de ça, je vois pas d'équipes qui sont ultra favorites. Il y a évidemment Liverpool qui sera dans le coup, même si à mon avis au bout d'un moment ils vont s'essouffler, quoi. Ils sont sur une telle lancée en 2019. Il y a City qui peut faire très peur, mais les clubs espagnols sont quand même moins fringants qu'avant. Je dirais pas qu'ils sont favoris ou qu'ils ont de bonnes chances, mais c'est un outsider solide à mon avis, et qui peut aller dans les 5-6 clubs qui peuvent remporter la Ligue des Champions cette année, et donc pourquoi pas à partir de ce moment-là la remporter avec un tirage au sort, avec des éliminations, avec des surprises, ça peut. Claude, on est d'accord que le tirage au sort a fait défaut un petit peu au Paris Saint-Germain, à part l'année dernière ou Manchester. Mais c'est pas le tirage. Il y avait le Barça, le Real Madrid. Là, comme l'a dit Timothée Rouvière, l'effectif il est vraiment de qualité cette année. Cette année il est de qualité, il est suffisant pour aller en demi voire en finale, mais après il n'y a pas que le tirage au sort. Il n'aura pas manqué grand chose, je pense, les années précédentes. Donc ce qui va manquer terriblement, ce qu'il a manqué aussi, c'est l'expérience. Là justement, le fait de perdre sur ces dernières années, malheureusement. Alors il y a la remontada contre le Barça, on est d'accord. Il y a le match du Real Madrid, surtout au match aller. C'est ça, Mehdi, qui a manqué. L'expérience. Bah non, elle l'obtient là. Ça y est, maintenant ils l'ont quelque part. Moi j'ai répondu non pour la simple et bonne raison que pour moi il y a juste meilleur, et il y a même encore plus Même cette année. Même cette année, le Barça et le Real, pour l'instant, c'est rien du tout, mais c'est un début de saison. Mais on en reparle en février-mars, c'est toujours pareil. Le Real, le Bayern, c'est pareil. Oui, mais on en reparle en février. Les deux dernières années où ils gagnaient avec Zidane, ils font leur pire début depuis je sais plus combien de temps, 20 ou 30 ans, et au final, ils gagnent la Ligue des Champions au bout. Donc avec ces clubs-là, on ne sait jamais. Il y a le Bayern Munich, il y a toujours les mêmes. La Juventus à Cristiano Ronaldo. Donc quand tu as Cristiano Ronaldo dans ton équipe, t'espères toujours gagner la Ligue des Champions et tu seras pas loin d'aller au bout. Il y a l'Atlético Madrid, même s'ils sont peut-être un peu en dessous. Manchester City a été évoqué. Liverpool, moi je sais pas pourquoi, sauf surprise, je les enlève cette année parce qu'il y a un championnat à gagner qu'ils n'ont pas gagné depuis plus de 30 ans. Ils vont se concentrer là-dessus. Je pense que ça sera l'objectif, et la Ligue des Champions, après s'ils passent les tours, ils passeront les tours, mais ça sera peut-être pas la priorité de Jürgen Klopp. 91 ou 93, je sais plus le dernier. Ils ont jamais gagné la première ligue, ils ont gagné le championnat d'Angleterre sous la forme, mais ils ont jamais gagné la première ligue. Je sais plus si c'est 91 ou 93 le dernier titre, mais pour un club comme ça, c'est vraiment 90. Il y a Timothée, il y a des anti-stars qui sont arrivés, j'ai envie de les appeler comme ça, les Gay, les Herrera, les Sarabia, c'est peut-être ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Cette année, ils sont là. C'est vrai que ça fait plaisir, et en plus, le Qatar a vraiment la volonté de montrer un PSG plus humain. Et on le voit notamment avec Marquinhos qui prend de plus en plus d'importance, qui n'est pas forcément clinquant, qui a été acheté
juste 35 millions d'euros à la Roma, qui se bat sur chaque ballon, etc. Voilà, un peu plus humble, un PSG. Et Sarabia, Herrera, Gueye, ça va dans cette logique-là. C'est des joueurs qui sont soit libres pour Herrera, soit Sarabia sur autour des 30 millions d'euros, Gueye aussi. Donc c'est vrai qu'on n'est plus sur les recrutements clinquants à 222 millions, je pense à Neymar. Ce qui a fait du bien, Claude, aussi, c'est l'arrivée de Leonardo, sûrement. Ah, clairement, le retour de Leonardo. Ouais, exactement. Ça permet de restructurer. Ah bah clairement, a priori, tout le monde est d'accord au PSG. Et le supporter, il n'en pense que du bien. Que du bien. Le supporter, il a répondu oui à la question tout à l'heure, et il y a un seul facteur risque, X. C'est quel Neymar on va avoir cette année. Ouais, on est d'accord. On va en venir, Neymar. C'est ça aussi. Depuis quand même quelques années. Moi, je pense que tout est là. Depuis quelques années, depuis que Neymar est arrivé et que Mbappé aussi est arrivé, jamais là, on n'a jamais eu un trio, une équipe complète et surtout un trio offensif complet au moment où ça comptait, c'est-à-dire voilà. Alors c'est bête, c'est peut-être irrationnel, mais je me dis aussi que souvent Paris faisait des débuts de saison tonitruants, très. Et là c'est l'inverse. Voilà, les blessés sont maintenant. On l'espère. Voilà, on l'espère, mais c'est pour ça que je dis que c'est irrationnel, parce que ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on foire son début de saison qu'on va être très fort au printemps, mais peut-être que dans un esprit comme ça un peu tordu que je me dis c'est comme ça que ça va se passer cette année, ça va être inversé et qu'ils vont être en pleine bourre au printemps, je le souhaite en tout cas. On sent les deux supporters parisiens, Claude et Lucas qui... Je suis très objectif, j'en suis là. Je vous laisserai pas dire le contraire. Pas du tout. Mehdi, on en parlait, Neymar, Mbappé, là en ce moment ils sont plus ou moins blessés. Cavani il est pas en forme, il y a beaucoup de blessés même derrière. On a vu que Thiago Silva il était un peu blessé. Kerrer, mais c'est maintenant qu'il faut les blesser, et au moins pas au mois de mars, pas au mois de février. Tant mieux. C'est ce que j'allais dire, qu'ils soient blessés maintenant, rien à faire. Le PSG aura 10 points d'avance ou 15 points d'avance à la trêve, comme d'habitude, parce que personne ne veut se bouger les fesses pour les talonner. Gros problème de la Ligue 1 encore. Mais non, oui, réponse en février. Par contre, moi, tous ces blessés, ça m'inquiète un petit peu parce que ça, c'est quand même assez fréquent au PSG. Il y a des joueurs qui sont tout le temps blessés tous les ans à la même période quand ils enchaînent les matchs. Coucou Verratti, coucou Neymar. Voilà, ça c'est peut-être un peu inquiétant, mais si tout le monde est là, je pense qu'ils passeront enfin ces quarts de finale et qu'ils iront enfin en demi-finale. On parle de recrues humbles et travailleuses. Moi, tu vois, les Sarabia, les Herrera, les Gueye, je suis pas sûr qu'ils seront blessés en février, tu vois. Et l'exemple aussi type d'un mec humble qui dit rien et qui pourtant est toujours là, c'est Di Maria. Di Maria, il est jamais aussi blessé pour les grands matchs. Et pour les grands matchs, il se pointe toujours. Et il fait le taf à chaque fois. Merci à lui d'être là à chaque fois. Et si la locomotive, c'était pas Di Maria finalement devant? Alors je vais peut-être fort. Il y a Mbappé, Neymar, on est d'accord, mais c'est lui qui est toujours là, même dans les grands matchs. Ouais, clairement. Depuis son arrivée, le seul qui n'a pas déçu, depuis ça fait 3-4 ans qu'il est là, le seul qui est régulier, qui est tout le temps là dans les grands matchs de Ligue des Champions, c'est Angel Di Maria. C'est le seul qui a vraiment le niveau Ligue des Champions. Qui n'a jamais déçu, il y a eu une période là, sa première année, elle était difficile. Par rapport aux autres, c'est vrai que Di Maria répond présent. C'est vrai que Di Maria répond présent, et c'est vrai qu'on était parti sur un trio Mbappé, Cavani, Neymar, et c'est vrai que là les trois, c'est la première fois que c'était dans le groupe là, le match contre Nice. Ça fait depuis février dernier qu'ils n'ont pas joué les trois ensemble. Et là, c'était contre Dijon, et il y a eu combien? Il y a eu 9-0. Voilà, c'était 8-0 contre Dijon, le 8-0. Et là, c'est vrai qu'on voit Di Maria qui est en très grande forme, on voit Icardi qui commence à s'installer et qui est amené quand même à prendre la place de Cavani, on voit Sarabia qui a eu des débuts un petit peu compliqués, mais entre le championnat d'Espagne et le championnat français, il y a quand même des changements à faire, et c'est vrai qu'on n'aurait jamais parié sur ces trois-là, et c'est peut-être la bonne formule. Tu soulèves une vraie question, est-ce qu'il ne faut pas jouer avec les 4? Moi je pense qu'on a largement Neymar en 10 et l'arrivée de Gueye, 4-2-3 l'arrivée de Gueye aujourd'hui fait qu'il y a un profil au milieu où tu peux te permettre de jouer à mon avis avec deux milieux simples, un peu comme l'équipe alors toute proportion gardée, un peu ils ont un bon volume, ils sont capables d'être défensifs tous les deux, ils sont capables de se projeter tous les deux, ils sont capables d'apporter quelque chose offensivement, et si tu as ces deux là solides en forme, franchement laisse jouer les 4 devant, amuse-toi. Di Maria il fera le taf pour défendre s'il faut. Un peu le même style que l'équipe de France, où toute proportion gardée parallèle, le Gueye un peu Kanté, Verratti un peu Pogba, c'est-à-dire celui qui reste un peu plus derrière, celui qui peut se permettre de monter. Gueye peut faire le travail pour deux. Ça peut ressembler à ça, avec un Icardi sur le banc qui fait le taf aussi quand il rentre, un Maxime Choupo-Moting qui peut être là, Sarabia, enfin voilà, c'est un truc assez équilibré je pense. On verra. Et puis il y a un autre facteur important, cette année Paris a réglé son problème de gardien de but. C'est vrai.
C'est vrai. C'est ça. La question se débat avec Navas. La question, c'est pour combien de temps? Parce que ce qui est magnifique, c'est que Navas est là, alors que Areola est en prêt sans option d'achat d'1 an. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que la question va se poser dans pas longtemps. C'est-à-dire que Areola, comme vient de dire Claude, au moins cette année, on est tranquille. Et c'est vrai que pour un club, avoir son gardien titulaire, on est tranquille. C'est pas un problème là. Genre, si Navas est bon et très très bon même, il continuera. Et s'il est pas bon, on fera revenir Areola et on retentera ou on ira voir ailleurs. Enfin, c'est pas. Oui, mais pour cette année, en tout cas, ils sont tranquilles en termes de gardien, ça c'est sûr. Et puis bon, ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé, c'est plutôt encourageant. Et après, pour rebondir sur ce que disait Lucas sur le 4-2-3-1, c'est vrai que c'est un système modulable. On peut faire remonter Verratti dans un milieu à Marquinhos dans un milieu à 3 avec Verratti et Gay et voilà, les possibilités de sacrifier un des trois si on est face à des attaquants qui envoient comme on dit. Donc c'est vrai qu'il y a deux systèmes possibles. Et là, c'est vrai que Gay a fait beaucoup de bien avec son arrivée, beaucoup de bien. On a enfin le remplaçant de Thiago Motta, c'est ce qui manquait un peu sur la retraite de Thiago Motta, Claude. Ouais, clairement. Ouais. Le dernier PSG qui était très convaincant, c'était le PSG avec Thiago Motta, Verratti au milieu de terrain. Ouais. Et il fallait attendre Leonardo pour... et Matuidi, attention, parce qu'on n'a jamais remplacé Matuidi en termes de volume de jeu, en termes d'humilité, en termes de... Et Matuidi, il fait du bien partout où il est. On s'en est rendu compte. Il fait du bien à Turin. On s'en est rendu compte une fois qu'il était parti, qu'il y avait un trou au milieu. Il laisse quelques minutes de jeu à Rabiot. Rabiot a joué il a été bon là quand même, Rabiot ce week-end. Et Sarri l'a dit. Un mot sur l'entraîneur Thomas Tuchel. On lui trouvait quelques petites excuses à Emery, à Tuchel les années d'avant. Cette année, il est difficile de lui trouver des excuses en termes d'effectifs du moins. Ça va être simple, c'est que si Tuchel passe pas les quarts de finale, il va sortir. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il va sauter. Ah oui, il a eu tout ce qu'il voulait. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du tirage. Si tu tapes en 8ème, mais bon. Barcelone. Tous les ans, ça deviendrait lassant. Ça veut vraiment dire que t'as pas le niveau. Non, mais c'est vrai. Si tous les ans tu tapes contre n'importe qui, c'est que t'as vraiment pas le niveau. Ça dépend. Il y a n'importe qui. Après, je vais me faire un City monumental en 8ème et que tu perds avec les honneurs, c'est quand même pas pareil. Ça fera 6-7 ans d'affilée que c'est la même chose. Tout le monde n'a pas la chance du Bayern Munich en tirage au sort. Oui, mais après il y a la condition. Le Bayern Munich, ça s'achète pas, ça. C'est terrible. Emery, il a été viré parce que il y a eu la remontada et qu'il a été éliminé de manière. Non, il a été. Oui, l'année d'après, mais la remontada avait quand même fait beaucoup et voilà, les entraîneurs ont été sortis parce qu'il y avait un contexte derrière. Manchester, c'est presque encore pire que la remontada. Non, parce qu'il n'y a pas eu de défaillance de l'équipe. On a déjà eu ce débat. Enfin, moi, je suis persuadé de ça encore aujourd'hui. Tu peux pas perdre. 99 sur le match de Manchester. Je veux dire, il faut vraiment, passez-moi l'expression, il faut pas avoir de cul pour passer. C'est ce qu'il y a eu. C'est bizarre, ça tombe sur le PSG encore. Non, parce que contre Barcelone, c'était pas une histoire de chance, c'était une histoire de défaillance complète. Dès le coup d'envoi, ils étaient victimes, quoi. Contre Manchester, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, encore une fois, d'après moi, c'est que mon avis. La saison du Paris Saint-Germain, il y a la scène européenne. Il y a le championnat de France. C'est fini ça, le championnat. Le championnat de France, on est d'accord. Bon, en soi, il n'y a que 5 points d'avance, mais c'est Nantes. C'est fini. C'est Nantes et Reims, attention, Paris tremble. Mais par contre, le Paris Saint-Germain a 2 défaites, messieurs, déjà. Je dis bien déjà pour le Paris Saint-Germain, on parle du PSG, on est d'accord. Mais par contre, dans les gros matchs, ils sont toujours là. C'est là aussi maintenant le nouveau PSG, le PSG de Tourelle et de Leonardo. Faut insister sur son retour. Qui est dans tous les grands matchs, ils ont pas joué de grands matchs encore. Mais non, mais dans l'absolu, ils sont allés, on va dire... Real minable, il y a eu un Lyon dans les matchs attendus, on va dire que dans les matchs attendus à Galatasaray contre le Real et à Lyon, ils ont gagné en étant peut-être pas exceptionnels, mais en étant fort, en étant costaud. C'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. On leur demande pas d'être exceptionnel, simplement être efficace. Galatasaray, on s'attendait à tout le monde que voilà, Paris gagne 3 ou 4-0, il y a eu 1-0 but d'Icardi, ça a été. On leur demande d'être efficace, de gagner et de passer les tours. Oui, c'est sûr que c'est bien de gagner un match 1-0 quand on n'est pas très bon, c'est toujours mieux. Mais bon voilà, il n'y a pas eu de choc cette année encore. Enfin moi c'est toujours on attendra les 8ème, parce qu'en championnat de France non, mais il y a eu des années, enfin même l'année dernière où on joue Lyon, un Lyon très en forme avec les crocs acérés, ça devient un match d'élite, quoi. On perd 5-1 à Lille de façon calamiteuse face à un très gros Lille. Là c'était un gros match et on était absent. Cette année pour l'instant il n'y en a pas eu parce qu'il n'y a pas de concurrent là pour l'instant. Et il n'y aura pas de gros match demain, puisque demain normalement le Paris Saint-Germain devrait s'en sortir. Dimanche non plus. Attention à Bruges.
Attention à Bruges. Hein. Et dimanche au Paris contre l'Olympique de Marseille. C'est vrai c'est vrai que c'est une semaine quand même, un match à l'extérieur en Ligue des Champions. Vous vendez. Faut pas prendre la confiance. Non, le gros match c'est Bruges. Franchement, arrêtez avec Bruges. Bah oui. Non mais c'est vrai. Le gros match c'est Bruges. Mais qui plaisante là? Mais attention, Bruges. Moi je plaisante pas. Bruges, on peut se faire. Non, mais je le dis sérieusement. Le gros match c'est Bruges. Bruges, ils sont invaincus depuis le début de la saison. Ils ont été très bons en Ligue des Champions sur leurs 2 premiers matchs. Ils sont invaincus dans leur championnat. Regarde les matchs, Jean Sureda. Mais je les regarde les matchs. Mais on va pas me dire quand même que le PSG. Bref, on verra ça. Si, moi je te le dis. On en parlera lundi. C'est meilleur que Marseille en ce moment. Écoutez, si demain. Ah oui, mais ça c'est pas. Voilà, c'est pas nouveau. Le gros match c'est Bruges. Bon, on est d'accord. On verra le Paris Saint-Germain. Sachez que s'il y a 3-0 à la mi-temps du PSG, vous allez recevoir un petit SMS demain. Ah mais il y a pas de problème. Il y a moyen qu'il y ait 3-0 à la mi-temps, mais il y a moyen aussi de pas gagner. On est d'accord. Ce sera un match de Ligue des Champions de toute façon, et le Paris Saint-Germain ferait un énorme pas vers la qualification, même si normalement c'est la première place qu'il faut normalement c'est déjà réglé. Merci pour le débat. On suivra l'actualité du Paris Saint-Germain tout au long de l'année, et nous on va passer tout de suite à l'invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est Arnaud Mongény, président des Ours de Toulouse, club de football américain évoluant en Division 2 la saison dernière. Les Ours continuent de progresser dans un sport mineur en France. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient d'échanger, vous allez le voir vous le voyez sur YouTube, sur les images et les caméras. On a un peu changé le studio. Ouais, merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Le football américain, d'où vient ce sport? Comme son nom l'indique, c'est américain ou pas du tout? Oui, c'est un sport américain qui est centenaire, qui est un dérivé du rugby, qui a été créé au début du XXe siècle. Voilà. Et les règles du football américain, pour faire très simple, très court, ça consiste en quoi? Très simple, c'est un jeu une gagne-terrain où il faut tenter d'amener la balle dans le camp adverse en passant la ligne. Le but du jeu, c'est de faire 10 mètres en 4 tentatives, et si le contrat est rempli, on repart pour 4 tentatives. Et de déboîter l'adversaire. C'est ça aussi. Et déboîter l'adversaire aussi, voilà. C'est un plaisir quand même. Je sais pas si vous le voyez des caméras qu'on a dans les studios, mais c'est vrai que Arnaud... Niveau largeur, il faut lui laisser 2 places. Arnaud, pour notre invité... C'est un tank, c'est un char d'assaut. Notre invité a mes cuisses au bras, donc c'est impressionnant. Le football américain, c'est un passage de zone, on est d'accord. C'est le même délire que le rugby, pas du tout, parce que souvent on compare les 2 terrains un petit peu. Alors, c'est totalement différent. Oui, tout à fait. On peut comparer le rugby, le foot américain, comme on peut comparer le tennis et le badminton, ou le tennis et le ping-pong. Oui, c'est le même délire. Quoi, c'est un jeu avec des raquettes, voilà, okay, sur un terrain rectangulaire. Oui, on peut faire le raccourci pour les gens qui connaissent plus le rugby que le foot américain. Oui, on peut comparer, c'est naturel. La région fait que. Mais non, c'est pas le même sport du tout. C'est à la base, c'est une base commune, mais c'est pas le même sport, on va dire. Il y a 2 semaines, on l'a dit tout à l'heure dans l'agenda, on avait reçu Eddy Martin qui est canadien et qui fait du hockey sur glace. On va dire que c'est plus ou moins naturel. Comment un Français arrive à faire du football américain? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas vraiment développé le football américain en France. Alors, on y vient comme on peut venir à plein d'autres sports, par la curiosité, par envie. Moi j'ai lancé des ballons avec un copain quand j'étais au lycée, et puis il m'a dit tu veux pas essayer? J'ai dit oui, pourquoi pas, et voilà. Non, c'est un sport, on y vient comme on vient à tous les autres sports, on voit ça à la télé, on voit un copain qui en font, ce genre de choses là. Voilà. Question d'un chroniqueur. Vous avez fait d'autres sports avant du coup, ou d'autres disciplines, ou vraiment direct le foot US? Alors avant de faire du foot américain de façon assez intensive, je faisais de la natation. Ah oui, d'accord, ouais. Déjà, donc les bras, il faut être costaud. Les bras, c'était déjà. Ah, mais c'est différent. Ça fait combien de temps que vous faites du football américain? Ça fait 14 ans. 14 ans. Okay. Et une équipe, les Ours, dont vous êtes le président, les Ours à Toulouse, ça fait combien de temps que ça existe? Les Ours, les Ours on rentre dans leur 3e année. C'est un club qui a été créé en 1986. Et justement, on parle de Toulouse. Où se situe Toulouse dans les Ours, dans l'environnement du football américain en France? Alors, sportivement, les Ours sont actuellement entre Division 2 et Division 2. On va en parler après. Voilà. Et au niveau structure du club, on est dans le top 3 français. Voilà. Donc c'est quand même un énorme club. La Division 2, ça devient trop petit un peu pour les Ours ou pas?
Non, pas du tout. Non, il y a pas de. C'est pas une question que ce soit trop petit ou pas. C'est que la division 2 et sportivement, l'an dernier, on a perdu en demi-finale de deuxième division, donc elle n'est pas si petite que ça. Oui, ensuite, non, le club travaille depuis de nombreuses années à se structurer pour atteindre un niveau d'excellence correct et puis répondre au cahier des charges de notre fédération. On en parlera tout à l'heure également. Sujet, on va le dire tout de suite à nos auditeurs, sujet plus ou moins sensible à l'heure actuelle dans l'actualité des ours. La meilleure équipe de France, voilà, pour continuer à un peu voir le football américain en France, la meilleure équipe en France dans le championnat, c'est Thonon qui est champion de France. Ouais, c'est ça, hein. Thonon, c'est la meilleure équipe de France sur tous les plans, hein, niveau structure, niveau sportif. C'est un club, on va dire, nous en tout cas, on s'inspire beaucoup de leur structure pour développer la nôtre. Maxime Brossard. Et au niveau historique, est-ce qu'il y a une région où il y a le plus de clubs que d'autres, ou est-ce qu'il y a vraiment un club phare au niveau national ? Au niveau historique, on va dire que dans les années 80, c'était la Paris et Paris Aix-en-Provence, les deux lieux où on jouait beaucoup. Et depuis 2010, là, vraiment, c'est Thonon qui... D'accord, ok. Qui a pris le relais. Voilà, qui prend le relais, ouais. On en a parlé, les ours sont en deuxième division pour l'instant, on en parle après, perdu en finale de conférence, donc c'est l'équivalent, comme vous l'avez dit, de la demi-finale. Oui, tout à fait. Ça reste quand même une très bonne saison l'année dernière. Oui, tout à fait. Alors, c'est historique aussi, puisque malgré tout, même s'il y a des fêtes, c'était la première fois que les ours atteignaient ce tel niveau dans la compétition. Ils n'étaient jamais allés en demi-finale nationale, donc c'était quand même une réussite. L'objectif l'an dernier n'était pas d'aller en demi-finale, était d'atteindre au moins les quarts de finale. L'objectif a été atteint en quart de finale en battant Nice. Donc la demi-finale, c'était du bonus. C'était contre qui ? Perpignan, non ? Alors la demi-finale était contre Saint-Laurent-de-Salanque, un village à côté de Perpignan, et la quart de finale, c'était contre Nice. Et ça s'est joué où, la demi-finale du coup ? La demi-finale s'est jouée à Saint-Laurent-de-Salanque. Et quel score ? Je crois que c'était 21-13, un truc comme ça. Parce que je me demandais justement, moi qui suis beaucoup les matchs de NFL, l'ampleur des scores qu'il peut y avoir dans le second niveau en France. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile de marquer des touchdowns quand on sait que voilà, il y a peut-être un peu moins de technique, un peu moins de touchdown, c'est l'équivalent d'un essai si on continue le parallèle de très loin. Oui, non, il y a pas les niveaux s'équilibrent en fait. Hein. On joue pas. Alors évidemment, si on jouait contre une équipe NFL, je pense qu'on prendrait 200 points, il y aurait peut-être des gens qui seraient pas très bien à la fin du match. Mais oui, non, comme le niveau est équilibré, bon voilà, c'est comme l'équivalent du... Au basket par exemple, on a quand on suit un match de Pro ou même de Coupe d'Europe, hein, les scores sont quand même vachement plus... Mais parce que le temps aussi est plus court. Le temps est plus court. Il y a pas le côté aussi un peu plus spectaculaire, un peu plus chaud aux États-Unis qui fait que les défenses sont un peu moins... ça défend un petit peu moins, mais vraiment le temps joue beaucoup. Il y a 8 minutes de temps de jeu en moins au basket. Est-ce qu'en France, en NFL, on voit des longues passes du quarterback de je sais pas combien de yards? Oui, tout à fait. Ça dépend des équipes, ça dépend des entraîneurs. C'est un très vieux sport, ça a plus de 100 ans. Tout a été fait, il y a plein de variantes possibles pour jouer. Donc ça dépend vraiment des joueurs et du coach. Ouais. On va parler du sujet sensible. On va en parler maintenant. Voilà, on va l'expliquer à nos auditeurs. On va pas parler beaucoup de ce sujet parce que c'est en appel et il faut plus ou moins rester discret. On attend la réponse. On est d'accord là-dessus. On va en parler quand même. Alors, il y a une montée sur le plan administratif, mais une relégation sur le plan administratif. En gros, c'est ça. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe pour savoir où les ours vont jouer l'année prochaine, en Division 2 ou en Division 1 ? Alors, c'est très simple. Les montées, l'an dernier, se faisaient sur un plan sur un contrat d'objectif, des cahiers des charges à remplir. Les ours de Toulouse étaient la seule équipe de France en deuxième division à remplir 100% des cahiers des charges imposés par notre fédération. Donc notre fédération nous a promus en première division en juillet. Et l'équipe contre qui nous avons perdu en demi-finale, elle s'est vue refuser la montée car elle ne remplissait pas tous les cahiers des charges. Et donc cette équipe-là, qui est Saint-Laurent-de-Salanque, a fait un appel pour pouvoir monter en première division. Ils ont gagné leur appel, ils ont eu raison, enfin la fédération leur a donné raison. Donc du coup ils ont été promus en première division et la fédération a décidé de faire redescendre les ours de Toulouse. Donc nous avons fait appel de la même manière que Saint-Laurent-de-Salanque et nous attendons maintenant la réponse de notre fédération. Vous savez dans combien de temps il y a la réponse en appel ? Alors on espère cette semaine, parce qu'on l'a passé la semaine dernière, on était à Paris à notre fédération la semaine dernière, donc on espère qu'on aura la réponse cette semaine. Ça change, on imagine, beaucoup pour le club sur le plan financier sûrement, sur le plan sportif aussi, ça peut jouer sur tout. Comment on gère ce cas
Alors c'est simple, j'ai envie de vous répondre que ça ne change absolument rien pour nous, puisqu'on se prépare exactement de la même manière, qu'on soit en première, en deuxième, en troisième ou en régionale. Le club se prépare de la même manière, les joueurs se préparent de la même manière pour exceller le plus possible. Donc nous, la seule chose qui va changer vraiment, c'est là où on va aller jouer. Moi en tant que président en tout cas, c'est quel bus je vais devoir prendre pour aller un peu plus loin ou pas. Mais sinon, en termes sportifs, d'ailleurs les entraîneurs le savent, les entraîneurs, les joueurs, tout le monde le sait, même tout le monde le sait, les bénévoles, ceux qui travaillent dans l'ombre pour que le club puisse exceller, on se prépare exactement de la même manière. C'est censé reprendre quand d'ailleurs ? En janvier. Donc ça il y a un peu de temps quand même. Il y a un peu le temps pour voir venir. On imagine qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème aussi sur le recrutement, savoir si les joueurs veulent venir en division 2, en division 1, ça joue un petit peu. Oui, ça joue un petit peu. Oui, il y a certaines personnes qui auraient voulu jouer en première division, être sûr de jouer en première division, donc ils ont dit je viens pas, je vais avoir ailleurs. Bon. Voilà, mais non, c'est pas le recrutement quand on a envie de jouer et de performer, c'est pas le genre de choses qu'on regarde. On suivra l'actualité des ours bien évidemment dans Sportez-vous bien. Alors on arrête ce sujet-là qui est un peu sensible. Merci d'y avoir répondu en tout cas. J'ai entendu parler, je vais pas mentir, c'est Maxime Brossard qui me l'a dit. J'ai entendu parler du Combine. Alors je sais pas si on le prononce comme ça. Oui, c'est ça, Combine. J'ai un anglais vraiment parfait, on est d'accord jusque-là. C'est quoi, clairement, c'est quoi ? Un Combine, c'est une journée de détection, on va dire, pour faire un simple. Le but, c'est d'organiser une journée où on va venir faire des portes ouvertes pour que les gens puissent venir essayer et que les coachs puissent apprécier les qualités athlétiques des gens qui veulent essayer. N'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui peut y aller. Ce n'est pas sélectif, donc c'est pas parce qu'on n'a pas couru le 40 mètres en 8 secondes qu'on pourra pas jouer aux ours. Cool. Voilà, donc vous avez vos chances pour venir, pas de problème, tout le monde prend, on prend tout le monde. Donc non, voilà, ça permet juste de voir la qualité athlétique et puis aussi la progression, parce qu'on en fait un en début de saison, on en fait un en fin de saison. Donc les nouveaux qui ont fait toute la saison, ça permet aux coachs de juger aussi s'ils sont progressés ou pas. En une minute, parce que c'est déjà bientôt la fin de l'émission, il y a l'objectif à venir de la saison. Alors, Division 1, Division 2, si c'est en Division 1, j'imagine que c'est peut-être le maintien. Alors, quels sont les objectifs et comment on prépare justement ça, alors qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas où on joue. Si nous sommes en première division, l'objectif c'est d'être le plus compétitif possible. C'est ça l'objectif, vraiment, le plus compétitif, d'arriver le plus loin possible. Et en deuxième division, c'est de faire au moins aussi bien que l'an dernier, c'est-à-dire la demi-finale de conférence. Ça passera par un gros recrutement ou pas ? Oui, tout à fait. Oui, on essaie de recruter en ce moment des joueurs étrangers et des joueurs français. C'est maintenant là que ça se passe ? Jusqu'à quand à peu près Les joueurs étrangers, on a jusqu'à décembre. Après, la fédération nous impose des surplus financiers. Mais sinon, non, c'est en ce moment. Le recrutement. Et la saison démarre en janvier. Combien de matchs à peu près dans la saison ? Sans les phases finales, c'est 8 matchs. Au moins 8 matchs. 8 matchs dans la saison et ça démarre en janvier. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Merci à Coraline et Romain à la réalisation. Merci à vous messieurs. Et nous on se retrouve lundi prochain sur Sportez-vous bien. À bientôt. Salut.